ce journal. C'est un réel plaisir de vous retrouver afin de vous informer. Mesdames et messieurs, bienvenue au journal. Uriner est un besoin naturel qui peut se manifester n'importe où et n'importe comment. Seulement voilà, la ville capitale de l'or noir n'a pas jusqu'ici des latrines publiques au point que toutes nos ruelles et avenues, les coins et recoins de la ville sont transformés en urinoirs publics sauvages. C'est un constat de Chivongo. Une véritable problématique de société qu'est celle de l'absence criarde des politiques inhérentes aux latrines publiques dans la capitale économique. À l'heure où la modernité n'est plus un luxe, mais une exigence naturelle. Car, par exemple, uriner est un besoin naturel qui peut emmerder quelqu'un n'importe quand, n'importe où, n'importe comment. Et lorsque le corps veut dégager en lui un élément dont la cohabitation ne convient plus, il menace, mais d'une drôle de manière. Au point que même là où il est bien affiché, s'il vous plaît, défense d'uriner ici, l'urinipare n'a presque pas le choix. Mais mettre dans le sport, mais partout, nous sommes soulagés, nous soulagés dans le quartier. Les toilettes qui sont dans le quartier, oui, l'on reconnaît que le besoin d'uriner est naturel. Mais notre incivisme semble devenir plus naturel que le besoin naturel lui-même. Sinon, comment comprendre que tous les coins et recoins de la ville sont devenus des urinoirs de fortune? Plus un pas dans la ville de l'or noir sans rencontrer un coin pipi. Et davantage aujourd'hui, toute la ville renvoie l'odeur de notre incivisme. Cet incivisme, hélas, est en train de prendre des proportions inquiétantes. Car si l'on peut uriner là où il y a une telle inscription, et juste devant l'inscription, s'il vous plaît, dire que celui qui le fait sait lire. Notre incivisme est donc plus profond qu'on ne le pense. À chacun sa responsabilité. Aux autorités compétentes de repenser les politiques publiques d'assainissement de la ville en érigeant, le cas échéant, des latrines publiques. Aux citoyens de prendre la mesure de la chose pour que nos ruelles et avenues, les murs de nos administrations et de nos parcelles cessent d'être transformés en urinoirs publics sauvages. Rien à voir avec ce qui précède. La nature a fait de sorte que chaque arbre fruitier donne son fruit en sa saison. Il nous semble qu'au Congo, nous sommes en plein dans la saison des safous. Ainsi, notre reporter Chivongo, étant de passage au village Koutou, dans le Kwilu profond, a vu une forte production des safous. Seulement, l'état de la route n'arrangera pas pour que nous consommions ces bons safous pendant les fêtes ici à Pointe-Noire. Suivez ces notes de voyage. Ces fêtes de fin d'année-ci, c'est sûr que les passionnés des safous vont bien se régaler. Pas étonnant, c'est la saison des safous, comme vous le constatez. De passage au village Koutou dans le district de Madingokai, département du Kwilu, nous avons été attirés par la vitalité que renvoyaient ces safoutiers. C'est vrai que c'est sa saison. Ici, presque chaque parcelle a un safoutier. Et à une telle période, c'est le sourire pour les familles qui avaient intériorisé l'importance d'un arbre, sinon surtout fruitier. Au moment là nous sommes là, je suis déjà très content parce que dès que je fais la récolte là, je vais changer les tôles de cette maison parce que à tout moment, je change les tôles à l'aide de ça. C'est la saison de safou. Ça part de novembre jusqu'en février, on va voir en mars. Maximum, ceux qui vont vendre en décembre là, c'est autour de 25 000. Après, au moins 15 000. 18 000, au maximum 9 000, le dernier prix. Regarde comment il produit d'abord. Donc je suis très content de le protéger et de le garder. Il faut que ça puisse bien mûrir avant que je fasse la récolte.
La plupart de ces safoutiers du village Koutou donnent, sinon produisent des bons safous, appelés au Gabon les Atonga, au sud du Cameroun les pruniers. Mais quelle route pour les acheminer à Pointe-Noire? On se bat toujours comme ça. Même si la route est critique, mais on se bat toujours pour arriver à Pointe-Noire. Enfin, il faut charger ça à temps pour que tu puisses arriver même au lieu que ça puisse pourrir. Parce que si ça doit encore en route, c'est pas bon. La route de Ntanyombi jusqu'à Koutou, vraiment, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est dans ce de pluie là. On n'arrive plus. Donc, parfois, quand il pleut, il n'y a même pas un véhicule qui risque. Nous voulons même que le gouvernement puisse faire le nécessaire de nous faire la route, comme il nous avait promis. Si vous salivez déjà à la vue de ces Atonga, oui, ce reportage est fait pour ça. Seulement, priez que le président de la République, qui avait, pendant sa campagne électorale, fait remarquer que nous importions même les safous du Cameroun, construise cette route qui va être fortement endommagée par les pluies pour que ces délicieux safous vous parviennent à Pointe-Noire. Le Congo célèbre la journée nationale de l'arbre depuis exactement 35 ans. Cette journée est célébrée le 6 novembre de chaque année. Le 6 novembre dernier, certaines autorités de la ville, notamment le préfet du département de Pointe-Noire, ainsi que quelques représentants des ONG, ont procédé au planting des arbres dans la capitale économique, suivant le compte-rendu de Prince Charlie Tsikaya. Ils sont venus de toutes les organisations et administrations pour honorer cette disposition de la loi instituant le 6 novembre comme journée nationale de l'arbre. Autorités administratives, civiles et militaires, ainsi que les représentants de certaines ONG, ont procédé au planting des cocotiers à la côte sauvage. Représentant le président du conseil départemental et municipal, député maire de la ville de Pointe-Noire en mission, mon général, commandant de la zone militaire de défense numéro 1, et leurs excellences, messieurs les ambassadeurs, messieurs les consuls généraux, messieurs les consuls honoraires, ici présents, messieurs les membres du corps constitué, comme nous le disons, je crois que le temps des discours est révolu. Désormais, passons-en aux actes. Voilà pourquoi j'invite très respectueusement tous ceux qui sont présents de se tourner vers les trous aménagés pour la circonstance pour procéder au planting. Je dis et je vous remercie. Le thème choisi de cette année étant, je cite, « Plantons tous les arbres pour séquestrer le carbone et lutter contre le changement climatique ». Et pendant que siège à Glasgow en Écosse pour la COP26 quelques décideurs des pays sur la préservation des forêts et de lutte contre la déforestation, mais aussi dans l'optique de préserver notre environnement, chaque Congolais est censé planter un arbre en ce jour. Chose faite puisque après la côte sauvage, le planting d'arbres s'est poursuivi de l'autre côté du village Mboussou, dans le district de Tchamba-Nzassi. Les forêts congolaises, représentant 65% du territoire national, sont une source de vie pour les populations et l'économie du pays. Ce planting des arbres montre bien la volonté des autorités à préserver la santé des populations par la préservation de l'environnement. Poursuivons ce journal. À ces jours, l'environnement est davantage agressé, ce qui ressort de l'avis des experts, des écologistes et même des politiques. Une agression causée par les activités humaines de pollution. Ainsi, une prise de conscience est valable pour chaque nation du monde. En clair, voilà l'objet de cette énième COP qui se tient à Glasgow, en Écosse, au Royaume-Uni. Chivongo pour ce reportage. Le monde traverse une époque où les questions environnementales se posent avec beaucoup d'acuité. À cette ère de modernité et de grande vitesse, faite de pollution, de destruction, de déforestation, avec pour conséquence le réchauffement climatique, l'avancée des océans vers les côtes, les éboulements, des nouveaux types de microbes et virus, la sécheresse, la famine, sans perdre de vue la multiplication des conflits humains dus justement aux activités pollueuses de notre bel environnement. Les grandes nations, dites pays du G20, se rivalisent d'ardeur pour non pas conserver,
primordialement l'environnement, bien plutôt pour conserver leur positionnement de grande nation, même au prix de la pollution de la biodiversité. L'on parle déjà de 80% de pollution à l'actif de ces pays. La preuve, c'est qu'à Glasgow, à la faveur de la COP26, la Chine et la Russie, deux grandes nations pollueuses, n'ont réellement pas pris part à cette grande messe inhérente à la protection de la planète, expression de leur volonté à poursuivre inéluctablement la voie de la pollution. Et les autres grandes nations, comme les USA, la France, le Royaume-Uni et autres, qui comprennent la problématique environnementale, éprouvent tout de même de la peine à appliquer à la lettre leurs engagements de pays pollueurs, notamment le paiement de la taxe carbone. Le Congo, pouvait dire un protecteur de l'environnement, n'a pas une problématique environnementale, mais des enjeux environnementaux. Or, voir les problèmes, nous n'avions pas de problème de l'environnement. Notre environnement est intact. Notre environnement est intact. Nous avions la plus belle forêt, ou la plus grande forêt. Nous avions les fleuves. Nous avions des rivières poissonneuses. Nous avions tout. Nous avions tout juste un discours du suivi. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Le Congo aussi devrait faire ça. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Donc pour moi, le défi environnemental n'existe pas. Il n'y a pas un défi quelconque. Personne ne peut défier l'environnement aujourd'hui. Personne ne me prouve, moi, que le Congo n'a pas une forêt. Étant donné que nous sommes les premiers, j'allais dire les premiers, dans ce continent à lancer la journée nationale de l'arbre. Le problème qui s'oppose, c'est que certaines choses, oui, nous avions le discours, mais nous n'avions pas nous n'avions pas l'aboutissement de notre discours. Nous n'avions pas l'aboutissement du discours. C'est-à-dire, lorsque le chef de l'État dit journée de l'arbre, nous avions planté combien d'arbres? Je vous répète, que l'arbre que nous avions planté en 2009, revenons là, 10 ans plus tard, on viendra le planter dans le même trou. Sinon, Pointe-Noire serait inondé d'arbres. Hein? On n'aurait pas une forêt dans ce pays, on n'aurait pas quelque part une forêt. Nous avions aujourd'hui l'hépatorium qu'on appelle communément beaucoup de noms, Yombi, ainsi de suite, qui dévaste nos forêts et a donné lieu à plusieurs espèces d'arbres en disparition pour être remplacés par l'hépatorium. Nous avions des arbres qui ont fait la fierté de ce pays, qui vont en disparition, parce que notre discours n'est pas suivi. On nous demande de protéger la mer. Le pêcheur nous dit aujourd'hui, non, il y a pêche dynamique, il y a ceci, il y a cela. On condamne, on voit le chef condamné en veste, et non, il a fini de condamner. Le suivi du mot n'est pas, il n'y a pas de chute. Notre environnementaliste a poursuivi en se posant la question que voici. La question fondamentale, je continue à la poser. Quelle serait la place de l'Afrique si c'est l'Afrique qui était le grand pollueur, étant dit que le pollueur devrait corriger la pollution. Ce n'est pas notre appel, c'est l'appel de l'Europe. Le pollueur devrait corriger la pollution. Mais nous sommes pollués. Nous ne sommes pas encore pollués. On a un pourcentage de 3%, je pense. Donc l'Afrique n'est pas un continent pollué. Pourquoi payer la pollution? Pourquoi l'Afrique peut endosser la pollution? Hier, nous avions dit que les problèmes, que ce soit de santé, de pandémie et autres, c'est l'environnement qui a été agressé. Qui a été agressé. Aujourd'hui, on parle de Covid-19. Le RENAP l'a dit et le répète. Si jamais l'environnement était agressé, si jamais l'environnement était pollué, on ne serait pas la pandémie. On ne serait pas la pandémie Covid-19. C'est toujours un problème de l'environnement. Cette préoccupation semble être interpellative. Oui, qu'adviendrait-il si c'est l'Afrique qui rendait la vie invivable sur Terre et que nos chefs d'État refusaient de participer au COP, de s'engager à compenser la pollution ou de payer la taxe carbone? Certainement, on entendrait des poursuites judiciaires, des arrestations et des procès à la fameuse CPI taillée sur mesure et fortement médiatisée. Le Congo, avec ses 23 millions d'hectares de forêt sur les 342 000 km², presque encore vierge, regorge des tourbières qui séquestrent efficacement une bonne quantité de carbone, rendant encore la vie vivable sur le globe terrestre. Le discours, je répète que le discours des présidents africains devrait sortir des discours de donne-moi pour poser des actes de conservation de l'environnement de notre continent. Des actes de conservation du bassin du Congo. Le Congo, initiateur du Fonds bleu, doit promouvoir l'économie verte pour demeurer en harmonie avec la nature.
Dans la zone d'exploitation de la société Cotrans a été saisie une cargaison de bois d'une valeur estimée à 8 millions de francs CFA par la direction départementale de l'économie forestière avec l'appui de l'OU, une organisation affiliée à l'État. La cargaison frauduleuse a été présentée le 5 novembre à la presse. Reportage Prince Charlie Chikaya et Erojonia. Cotrans Construction Service, société œuvrant dans le secteur de l'exploitation forestière, notamment dans la transformation et la commercialisation de bois, détentrice d'un permis d'exploitation dans le Kwilu, au cours d'une mission de travail, avec les agents de la direction départementale de l'économie forestière, ils ont mis la main sur cette cargaison illicite de bois d'une valeur estimable de 8 millions de francs CFA. En effet, il y aurait des sociétés œuvrant aussi dans ce même secteur, mais qui exploiteraient frauduleusement le bois. D'où l'interception de ce camion qui, selon le chef de chantier Cotrans, appartiendrait à un certain Wali. Cette saisie s'est passée au cours d'une mission conjointe avec NOI, c'est-à-dire une organisation indépendante affiliée à l'État, et la direction départementale des eaux et forêts au Kwilu, et nous, les propriétaires du permis, donc moi, M. Massamba. Donc au cours de cette mission, on est venu évaluer notre travail et voir dans quelles conditions nous travaillons, faire un peu la traçabilité des bois abattus jusqu'à l'évacuation du port. Donc lors de notre visite, la mission a eu la main aux scieurs frauduleux. Nous fournissons des efforts afin d'arrêter ce braconnage de bois dans notre permis. Mais malheureusement, il y en a qui nous contournent, qui rentrent sans qu'ils prennent une autorisation au niveau de l'entreprise. Donc voilà devant vous la preuve, ce que les usagers, les hommes font dans le permis de M. Dambenzi. 9 jours pour le voleur, le 10e pour le propriétaire, dit l'adage. C'est ici l'occasion d'interpeller tous ceux qui œuvrent frauduleusement de ce secteur de se conformer. Sinon, la CEDEAO a imposé hier dimanche 7 novembre 2021 à Accra des sanctions individuelles aux membres de la junte au pouvoir au Mali en raison du retard dans l'organisation des élections. Africa News pour ce reportage. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest réunie dimanche à Accra au Ghana a imposé des sanctions individuelles aux membres de la junte au pouvoir au Mali à cause du retard dans l'organisation des élections. Ces sanctions qui s'appliquent également aux membres de leur famille comprennent l'interdiction de voyager ainsi que le gel de leurs avoirs financiers. L'autorité déplore vivement l'absence de progrès dans la préparation des élections, notamment l'absence d'un calendrier détaillé des activités pour la tenue des élections aux dates convenues. La CEDEAO a décidé d'imposer des sanctions avec effet immédiat contre les individus et les groupes qui ont été identifiés, y compris les membres entiers des autorités de transition et d'autres institutions de transition. La CEDEAO prend note des récents développements en Guinée, notamment l'adoption de la charte de la transition, la nomination du Premier ministre civil et également la formation du gouvernement de transition. Elle exhorte les autorités de la transition à présenter d'urgence un calendrier détaillé concernant les activités à mener dans le cadre de la transition en vue de la tenue des élections. La CEDEAO a aussi condamné l'expulsion de son représentant au Mali, Hamidou Boli, déclaré persona non grata le mois dernier.
2 jours de désobéissance civile commencent ce lundi 8 novembre 2021 au Soudan pour protester contre le coup d'État militaire. Plus de détails avec Africa 24. Alors que 2 jours de désobéissance civile commencent au Soudan, les magasins sont fermés et des barrages routiers ont été mis en place à Khartoum, la capitale. Cette action vise à protester contre le coup d'État militaire du mois dernier. Les militants qui exigent que l'armée se tienne à l'écart de la politique ont annoncé un calendrier des manifestations menant à des rassemblements de masse le 13 novembre, réunis sous le slogan « Pas de négociation, pas de partenariat, pas de compromis ». Le coup d'État dirigé par le général Abdel Fattah al-Burhan a mis fin à un accord de partage du pouvoir entre les militaires et les civils, conclu après le renversement d'Omar el-Béchir en 2019. Cet accord devait aboutir à des élections démocratiques fin 2023. Des civils de haut rang dont plusieurs ministres ont été placés en détention et le Premier ministre Abdallah Hamdok a été assigné à résidence. Depuis lors, des efforts de médiation impliquant l'ONU ont cherché à obtenir la libération des détenus et un retour au partage du pouvoir, mais des sources du gouvernement déchu affirment que ces efforts sont au point mort. Selon les dernières informations, près de 100 enseignants ont été arrêtés par l'armée lors des manifestations. Dernière information de ce journal, les rebelles tigrins ont balayé les craintes d'un bain de sang à Addis Abeba s'ils devaient entrer dans la capitale éthiopienne pour renverser le gouvernement d'Abiy Ahmed, estimant que la population ne leur est pas farouchement opposée. Africa News pour ce reportage. Après avoir revendiqué la prise de 2 villes stratégiques situées à 400 km d'Addis Abeba, le Front de libération du peuple du Tigré et ses alliés de l'armée de libération Oromo n'ont pas exclu de marcher sur la capitale éthiopienne. De son côté, le gouvernement a démenti toute avancée rebelle majeure et toute menace sur Addis Abeba. L'état d'urgence a toutefois été décrété et les autorités ont demandé aux habitants de s'organiser pour défendre la ville. Réaction des rebelles qui ont balayé les craintes d'un bain de sang à Addis Abeba s'ils devaient entrer dans la capitale éthiopienne pour renverser le gouvernement d'Abiy Ahmed. Addis Abeba est un melting pot, des gens avec toutes sortes d'intérêts y vivent, a argumenté le porte-parole du TPLF, qui a jugé aussi peu crédible, voire ridicule, l'affirmation selon laquelle la population serait opposée aux rebelles. Le TPLF assure par ailleurs que prendre la capitale n'est pas un objectif et qu'il veut simplement s'assurer qu'Abiy Ahmed ne représente plus, je cite, une menace pour la population. Nous ne sommes pas particulièrement intéressés par la capitale, a enchaîné le porte-parole des rebelles. Nous ne pouvons pas négocier avec quelqu'un qui veut maintenir son étau sur notre peuple, qui utilise la faim et la famine des enfants comme une arme de guerre. Nous voulons simplement nous assurer que la voix de notre peuple est entendue et si le Premier ministre ne part pas, alors bien sûr, nous prendrons la ville. Les rebelles auraient progressé vers le sud et seraient à présent à environ 270 km au nord d'Addis Abeba. Et pour l'heure, les négociations prônées par la communauté internationale, États-Unis et Union africaine en tête, semblent inenvisageables. Nous bouclons complètement cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.